Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, émission en direct chaque soir du lundi au vendredi à partir de 19h30. Je suis ravi de vous retrouver. On parle ce soir dans notre débat de l'hypercacher, de l'attentat contre le magasin hypercacher. La communauté juive avait été ciblée, c'était il y a un an, un peu plus d'un an par les terroristes. 4 morts, on y reviendra. Et puis évidemment depuis un an, beaucoup d'inquiétudes dans la communauté juive depuis ces attentats. On en parle évidemment, c'est un sujet de préoccupation important. On reviendra évidemment sur les commémorations, la mémoire, c'est important de se souvenir. On en parle évidemment avec vous, avec vos questions posées sur les sites forum lcp.fr, le JDD.fr, notre partenaire que je n'oublie pas bien sûr. #CVR, vous êtes invité à tweeter et vous êtes d'ailleurs très fidèle devant vos claviers d'ordinateur. Et puis n'oubliez pas notre page Facebook. On va bien sûr entendre et répondre à toutes vos questions. On reviendra évidemment sur cette communauté juive qui parle de l'ALIA, c'est-à-dire l'idée de quitter la France pour partir rejoindre Israël. On va en parler parce que c'est un phénomène réel. Est-ce qu'il s'est accentué depuis ces attentats de l'hypercacher? On va y revenir bien sûr dans quelques instants avec nos invités. Je vous les présente, mes invités. Pascal Popelin, bonsoir. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis. Alors votre circonscription, elle regroupe des villes comme Montfermeil, Clichy-sous-Bois, le Raincy. Merci d'être là. Je précise Livry-Gargan aussi. Livry-Gargan, c'est chez vous, absolument. Et je précise que vous êtes le vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Joël Mergui, bonsoir. Vous êtes président du consistoire central israélite de France. On vous écoutera évidemment sur tant les commémorations, ce travail de mémoire, que sur l'inquiétude peut-être d'une partie de la communauté juive inquiète, qui se plaint d'agression. On en reparlera avec vous dans quelques instants. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Lassana Batili nous rejoindra, cet employé de l'hypercacher qui avait justement caché les otages. On en parlera avec lui dans quelques instants. Et puis Michel Tomman est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, co-auteur avec Johan Doré, justement, jeu de mots de l'hypercacher. 4 jeunes dans la tête d'un otage, enfermé dans ce frigo. Il livre son témoignage, un témoignage personnel. On en parlera évidemment avec vous dans quelques instants. D'abord, ces images, parce que la mémoire, c'est important. Regardez, devant l'hypercacher, le président de la République, bien sûr, Anne Hidalgo, la maire de Paris, le Premier ministre, qui dévoile cette plaque à l'entrée de ce magasin qui a été intégralement refait, fermé pendant 2 mois, pour réouvrir ses portes juste avant Pessah. Un moment évidemment de recueillement, un moment fort, pour que lorsque les clients pénètrent ce magasin, ils n'oublient pas ce qui s'est passé. C'est évidemment important. Joël Mergui, c'est essentiel, important pour vous de se souvenir cet espace de mémoire qui a été inauguré par le président de la République? C'est d'abord toujours important de se souvenir, et particulièrement de drames comme cela, et particulièrement dans le moment que nous vivons après le 13 novembre, de se rappeler qu'il y a eu un début du mois de janvier dans lequel les drames et la barbarie djihadiste avaient commencé à sévir. Elle avait déjà fait des dégâts il y a quelques années à Montauban et à Toulouse. Donc je pense que c'est des moments... C'est important de se souvenir, mais c'est important aussi d'en tirer un certain nombre de conclusions, d'attitudes, de voir tout ce qui s'est passé pendant toute cette année et de faire des projections et sur ce que nous n'avons pas fait dans le passé et ce que nous devons faire dans l'avenir. On va parler évidemment des leçons à tirer de ces événements. Pascal Popelin, c'est important quand même de ces lieux de mémoire, ces moments de recueillement pour se souvenir. Il ne faut jamais oublier. Et puis, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc, qu'il y ait ces repères qui existent, qui sont à la fois un hommage aux victimes, mais qui sont aussi un enseignement pour tous ceux qui passent devant. Michel Tomman, c'est une question essentielle. Mort pour avoir été juif, parce que ce choix de l'hypercacher était ciblé. C'était la communauté juive qu'on ciblait, à travers cet attentat-là. Évidemment, c'est un acte antisémite. Ça ne fait aucun doute. Et c'est vrai qu'on va parler tout à l'heure du malaise des Juifs de France. Et une des sources du malaise des Juifs de France, c'est qu'avant l'hypercacher, les autres actes antisémites qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années, notamment le meurtre d'Ilan Halimi, n'étaient pas ressentis comme tels par la majorité de la population française. Souvenez-vous, pour Ilan Halimi, on disait oui, mais est-ce que c'est vraiment un acte antisémite? On l'a enlevé, on l'a torturé,
on l'a tué dans des conditions atroces. Et Acte de même la barbarie, police s'en oui. doutait. Et là, je ne veux accuser personne, je ne veux juger personne, mais il y avait un climat, on n'était pas encore habitué à ces questions-là, et il y avait une incrédulité. Et puis après, il y a eu Mohamed Merah, qui a tué des enfants. Dans une école, à bout Il n'a portant. pas tué que des juifs, il a tué aussi des soldats français, dont certains étaient musulmans, catholiques, mais il a tué des êtres humains, mais il a tué des enfants parce qu'ils étaient juifs. Et c'est vrai qu'il y a eu, je crois qu'il y a un décalage entre la réaction des institutions, qui a été très forte, tous les partis politiques ont condamné, sont allés sur place, et la réaction de la population, de l'opinion publique, qui était plutôt molle. On n'a pas eu de grandes manifestations à l'époque, et il a fallu attendre Charlie Hebdo pour que la population française, dans son ensemble, se réalise l'ampleur du danger. C'est intéressant ce que vous dites. Il faut attendre Charlie Hebdo. C'est quoi? C'est un révélateur, ça crée un choc. Il y a ce livre qui s'appelle le Grand Désarroi de Salomon Malka et de Victor Malka, qui sont deux frères journalistes qui ont enquêté. Il y a un grand désarroi ce soir dans la communauté juive, après ces attentats et après ce 13 novembre. Il y a un grand désarroi dans la communauté nationale, mais il est en décalage, effectivement, comme ça vient d'être rappelé, avec le désarroi de la communauté juive qui remonte au début des années 2000. Souvenez-vous, il y avait déjà au début des années 2000 des synagogues qui brûlaient en France. On nous disait en haut lieu, ce sont des faits divers. Et on a mis du temps en France, même au plus haut niveau de l'État, à prendre conscience qu'il y avait une nouvelle vague d'antisémitisme, d'antisionisme qui était en train d'atteindre le pays. Et l'angoisse de la communauté juive, c'était d'abord de ressentir ce qui se passait et de ne pas sentir qu'on était assez entendu. Et au lendemain, effectivement, d'Ilan Halimi, vous faites bien de le rappeler, c'est vrai que ça a été dit par un certain nombre si on peut dire, de responsables de la communauté nationale, mais on n'avait pas l'impression que la société prenait conscience qu'il y avait un mal qui était en train de pénétrer la société. Et je le répète très souvent, l'histoire de la communauté juive et des drames qui ont touché la communauté juive ont toujours été, ou très souvent, parallèles à des atteintes de haine qui touchaient les communautés nationales en même temps. On ne va pas rappeler le nazisme, mais c'était finalement des totalitarismes, des barbaries qui touchaient la communauté juive. Puis ensuite. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on essaie de le faire entendre. Et le signal très fort de Montauban et Toulouse, c'est-à-dire qu'il y a des militaires qui ont été tués par Merah avant de tuer des enfants juifs. Ce signal, on ne l'a pas assez vu. On n'a pas assez eu une révolution nécessaire dans notre société, et l'indifférence, même s'il y a eu ce qu'il fallait, on a commencé à protéger davantage la communauté, et puis on a l'impression qu'on a oublié. Et il a fallu qu'il y ait le drame de Charlie Hebdo pour que peut-être davantage la communauté nationale se sente touchée. Et là encore, revoyons, on se disait, ils ont été touchés parce que c'est des journalistes, parce qu'ils ont fait des caricatures. Il y avait des raisons qu'ils soient touchés. Parce que ils sont allés trop loin. Parce que c'est des policiers. Parce que c'est des juifs. Alors on est habitué à un juif finalement qui est touché, c'est peut-être pas un innocent. Il est juif. C'est terrible ce que vous dites. C'est terrible. Et quand il y a eu le 13 novembre, alors toute la société s'est sentie concernée. Je crois ce qu'il faut retenir, parce que c'est là les leçons, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être soi-même touché pour sortir de l'indifférence. Je crois que c'est ça la véritable leçon. À un moment donné, toute la France s'est sentie touchée, et finalement, ceux qui ont été touchés avant, c'est-à-dire les journalistes, les juifs, les policiers, se sont dit, finalement, pourquoi on n'a pas plus ressenti cela avant? C'est vrai qu'il y a eu le 11 janvier, mais si on doit être honnête dans l'analyse, le 11 janvier, il a été lancé pour Charlie Hebdo. Je suis Charlie. Il n'y a pas eu le 11 janvier pour l'école de Toulouse, où c'était des enfants qui avaient été. Et là vous déplorez une mobilisation trop faible pour ce qui s'est passé dans cette école, pour ce drame, pour cette barbarie qu'ont subi ces enfants dans l'école notamment. Je ne sais pas si je pense qu'il y a eu une mobilisation. Trop faible. C'est toujours trop faible, la mobilisation. C'est toujours trop faible. La mobilisation ne sera plus considérée comme trop faible le jour où on verra que la peur a changé de camp et que ce sont ceux qui veulent semer la peur et la barbarie dans nos pays qui ont peur et qui n'existent plus. Mais tant qu'ils seront là, ça voudra dire que la mobilisation n'aura pas été suffisante. Pascal Popelin, il y a deux choses. Il y a les effets d'électrochoc provoqués par des événements aussi terribles que ces attentats. Et puis vous êtes en Seine-Saint-Denis, la pression communautaire, communautariste, cette espèce comme ça de sous-jacence, de feu qui couvait. Il fallait s'y attendre. Moi, d'abord, je suis d'accord avec l'analyse de Joël Mergui. On s'attaque à des symboles, à tout ce qu'il n'aime pas dans ce qu'est la République française. Donc, il n'aime pas ce pays qui a été le premier pays européen à arrêter de persécuter les Juifs. Il n'aime pas
ce pays dans lequel il y a la liberté d'expression. Ça, c'était Charlie. Il n'aime pas ce pays dans lequel il y a une police libre. Et qui travaille selon des règles qui sont celles de la démocratie. Rappelons que ce soir, une personne est entrée dans un commissariat, a été tuée d'ailleurs, est morte en criant Allah Akbar si les informations sont bonnes, munie de documents indiquant qu'il se revendiquait de Daesh. Ce soir encore. Absolument. Donc moi, c'est mon premier point d'accord. J'en ai un deuxième. Et le Premier ministre l'a dit dans son discours du 13 janvier, je l'ai relu tout à l'heure avant de venir à cette émission, en disant... On n'a pas assez protesté à un certain nombre de moments. Il l'avait déjà dit, je l'avais interrogé le 9 décembre, après les événements de Créteil. Et il avait déjà déploré ce manque de mobilisation de la société. Alors, un mal pour un bien, un drame pour essayer, à partir de ce drame, de prendre conscience sur une progression de notre société. Oui, je crois que maintenant, ces choses-là sont perçues. Et que ces mots forts qu'a dit Emmanuel Valls quand il a dit sans les Juifs de France, la France ne serait pas la France, sont un marqueur important qui fait qu'il y a, à mon avis, un avant et un après 7 janvier, 11 janvier, je ne sais pas, hyper cachère. Mais enfin, cette séquence, un avant en tout cas. Et un après cette séquence-là. Il y a une pression communautariste dans les quartiers. Est-ce que vous sentez comme ça une tension qui monte ? Bien sûr, il y a... deux types d'antisémitisme en France. Il y a l'antisémitisme, j'allais dire, traditionnel, ancien, qui a toujours existé, qui est presque idéologique. Bon, et puis, il y a, j'allais dire, un antisémitisme de la bêtise qui s'est développé à travers la projection du conflit du Moyen-Orient, à travers des éléments de propagande et qui ont amené, y compris, on l'a vu au moment des événements de janvier, quand la minute de silence est demandée. N'a pas été respectée. On a certains un endroits où des enseignants n'osent pas, ou ne savent pas faire, ou ne peuvent pas faire. Et d'ailleurs, il y a eu un travail important qui a été mené depuis, et on a vu, même s'il n'y avait pas la même connotation directement antisémite dans ce qui s'est passé le 13 novembre, mais on a vu que ce travail pédagogique vis-à-vis de toute une génération apportait déjà une part de ses fruits. Mais ne soyons pas là à imaginer qu'on est pour solde de tout compte. C'est un long chemin, c'est un long travail que nous avons à faire. Michel... Je pense aussi, je voudrais juste citer un exemple Allez-y. de quelque chose qui est remarquable et qui se mène sur le territoire dont je suis l'élu. C'est aussi le dialogue interreligieux. Il y a une association sur mon secteur qui s'appelle l'association Union, Dialogue, Partage et Paix dans le 93, l'UDPP 93. Il y a le rabbin du Rincy, il y a le curé, il y a le pasteur de la communauté protestante, il y a un imam de la mosquée de Clichy-sous-Bois, et ensemble, ils font des réunions publiques, ensemble, ils vont dans les écoles, et ça, je vous assure que dans des quartiers qui peuvent être amenés à connaître ce type de phénomène, c'est extrêmement important. Alors, regardez ce sujet, Michel Tobman, vous êtes directement concerné. Hyper caché, c'est le titre de cet ouvrage que vous avez coécrit avec Johan Doré, édition du Moment, je le rappelle. C'est le témoignage de ce garçon qui, rappelons-le, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, allait acheter une bouteille de vin avant de partir au ski. Il n'était jamais entré dans ce magasin hyper cachère. Un destin, un moment. Regardez ce sujet réalisé par Alix Pichon. C'est vrai que depuis ce moment, sa vie a changé. C'est un homme blessé, touché au cœur. Regardez. Il y a quasiment un an jour pour jour, la vie de Johan Doré bascule. Ce vendredi midi, il se trouve par hasard à l'hypercachère de Vincennes. La prise d'otage débute. Son ami Rudy, qui connaît les lieux, l'entraîne dans le sous-sol du supermarché. C'est là qu'avec plusieurs personnes, il trouve refuge dans le congélateur. C'est le début d'une attente interminable. C'est ça qui est le plus angoissant, c'est que vous êtes enfermé, vous ne savez pas ce qui se passe là-haut, vous ne savez pas si on va venir vous chercher, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Vous pensez que c'est la fin, quoi. Il y avait des femmes et un enfant avec nous, donc on était obligé un petit peu de faire le guignol, c'est ce que j'ai essayé de faire, même si j'étais très très angoissé et que je pensais vraiment qu'on allait y rester. Moi je ne le disais pas, mais j'en étais sûr qu'on allait y rester. La prise d'otage dure toute l'après-midi. Le chef d'entreprise de 39 ans est régulièrement en contact avec les policiers. Peu après 17h, la BRI et le RAID lancent l'assaut. Les otages sortent sains et saufs. Respirer de l'air, c'est de voir le ciel, de voir du monde, On pensait qu'on n'allait plus jamais voir personne, nous, donc quand on sort, c'est une vraie délivrance. Johan n'est pas blessé, mais son âme est meurtrie. Depuis un an, il tente de se reconstruire, entouré de sa famille.
Compliqué pour lui de tourner la page de ce drame. C'est dur de garder le même état d'esprit et de garder la même envie de vivre. Tout change, hein. Tu te projettes plus, tu fais plus de projets, tu te prends la tête, tu te dis comment ça se fait que je suis vivant, comment ça se fait que les autres sont morts, pourquoi nous. Pour panser ses blessures, ce père de 4 enfants est suivi par un psychologue. Yohan est aussi juif pratiquant. Depuis l'hypercachère, il se raccroche à sa religion. C'était une vraie source de réconfort. Moi, j'ai toujours eu la foi parce que j'ai une éducation religieuse, enfin, le strict minimum, quoi. C'est pas non plus. Mais quand vous voyez ça, oui, vous savez vous rapprocher encore plus, quoi. Moi, je suis croyant, donc là, je le suis encore plus. C'est normal. Sa foi le rassure, mais la peur est bien présente. Yohan vit dans la crainte d'un nouvel attentat. Comme il le décrit dans son livre, la France blackbeurfeuge dans laquelle il a grandi lui paraît bien éloignée de la réalité d'aujourd'hui. Les récents attentats le poussent même à envisager un départ pour Israël. On y pense souvent, mais faire l'Alliance, c'est quand même un grand pas. Comme je dis plusieurs fois, à plusieurs reprises, moi j'habite ici, j'ai mon travail ici, j'ai mes amis ici, j'ai ma famille ici, j'ai les enfants, mes enfants ils ont des amis, donc tu veux partir, comme ma femme elle veut partir, je suis d'accord, mais partir pour quoi faire? Donc pour l'instant je préfère vivre dans la peur, mais ici, dans mon pays, et puis si je vois que cette peur ne s'en va pas, ben, je ferai en sorte de partir faire mon alia comme la plupart des juifs de France qui ont peur et que je comprends parce que ça fait peur d'être juif aujourd'hui en France. Coécrire ce livre lui a permis de raconter son histoire pour exorciser ses angoisses. Il voulait aussi rendre hommage aux forces de l'ordre ainsi qu'à toutes les victimes. Voilà pour ce sujet d'Alix Pichon, nous a rejoint Lassana Bathily, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints parce que vous étiez sur un autre plateau de télévision, employé donc de l'hypercachère. La France vous a découvert, on va vous présenter dans quelques instants. Votre livre, Je ne suis pas un héros chez Flammarion, parce que vous avez une sorte de calme, de modestie, et on va en parler avec vous dans quelques instants. On va revoir ces images parce que j'imagine qu'elles sont pour vous très émouvantes, au-delà des images de violence et de l'assaut. Vous avez été décoré, naturalisé français, des mains du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur. Regardez, écoutez, et on se parle juste après. Lassana, vous avez exprimé le désir d'être français. C'est même le seul souhait que vous ayez exprimé lorsque les plus hautes autorités de l'État vous ont félicité pour votre acte de grand courage et vous interrogé sur la façon dont on pouvait s'exprimer la gratitude du pays. Vous avez embrassé les valeurs de la République, comme l'a amplement démontré votre comportement. C'est le symbole ? Lassana Bathily, ça vous fait quoi quand vous revoyez ces images? Parce que vous avez été vous aussi embarqué dans un tourbillon qui vous a dépassé finalement. Vous n'attendiez évidemment pas l'arrivée d'Amélie Coulibaly. Vous n'imaginiez absolument pas ce qui allait se passer. Votre vie a été complètement bouleversée. Elle a changé à l'occasion, à travers cet événement. Ouais, je peux dire qu'il a changé parce que depuis cette attaque, je suis honoré partout. J'étais honoré partout parmi tous les religions juives, ils m'ont beaucoup honoré. Et ma vie a changé. J'étais naturalisé français. Là, je travaillais à la mairie de Paris. Et puis là, j'ai changé mon lieu d'appartement. Je crois que c'est quelque chose qui est fort pour moi. Et quand je vois tous les messages qui m'envoient, tous les belles messages, c'est quelque chose qui est plus fort pour moi. Michel Toubiana, vous écrivez, Michel Toubiana, vous écrivez dans votre livre que vous avez coécrit avec Yohan Doré que les choses ne sont pas passées exactement comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère avec Lassana Bathily? Parce que vous dites globalement, Lassana Bathily, il n'a pas fait descendre les otages dans le frigo, enfin dans cette chambre froide. Est-ce que c'est le moment de polémiquer, Michel Taubman? Est-ce que c'est le moment, dans ce contexte comme ça, de recueillement, de mémoire, de tristesse aussi, parce qu'il y a aussi vraiment des femmes et hommes qui ont perdu. Est-ce que ça vous semblait le moment? Je me suis posé la question, mais je vais vous dire, moi, mon objectif n'est pas de polémiquer avec Lassana Bathily. Je veux dire, quand je vois ces images de naturalisation, je suis très heureux pour vous. Et je pense que de toute façon, sachant ce que je sais de vous, c'est que vous avez travaillé depuis 4 ans, pendant 4 ans à l'hypercachère, en bonne intelligence, honnêtement, vous méritiez de toute façon de devenir français. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Par contre, le problème, c'est que Yohan Doré, qui a été otage, qui a été dans le congélateur, et les 5 autres otages, donc les 6 personnes qui étaient dans le congélateur, contestent votre version. C'est-à-dire que ce que dit Yohan Doré, il dit que
et les autres, et j'ai vérifié auprès des autres, hein, et les autres otages disent aussi, qu'ils sont entrés d'eux-mêmes dans le congélateur, qu'ils n'ont pas eu besoin de vous, qu'ensuite c'est Yohann Doré, parce qu'il est chauffagiste, et ça je suis allé vérifier sur place, c'est lui qui a débranché les tuyaux, c'est son métier. Il ne faut pas mourir de froid, Pour dit-il, parce qu'il a le peur système de mourir. réfrigération. Et là, on a même un document télévisé, on a un direct qui a été filmé, qui a été même diffusé sur la 5e, j'ai la date exacte, en septembre 2015, dans un documentaire qui s'appelle Les Hommes du Raid, où on voit les policiers du Raid, par l'intermédiaire d'un ami de Yohann Doré, qui discute avec lui, et il dit, on est dans le congélateur, je viens de fermer la porte, j'ai caché la clé, j'ai débranché, et tout ça, ça a été dit en direct. Et donc, j'ai un faisceau d'éléments qui incitent à penser que vous n'avez pas vu la même chose, les otages et vous. Et ça pose un problème. Alors après, il ne s'agit pas de vous accabler. Il y avait un climat de panique, il y avait tout ça. Après, c'est difficile de reconstituer la vérité. Mais moi, ce que je peux vous assurer, et je l'ai vérifié, et c'est mon travail de journaliste, c'est que les 6 otages qui étaient dans le congélateur, ceux qui étaient les principaux concernés, disent que vous n'avez pas fait ce qu'on a dit que vous aviez fait. Lassana Bati, réponse, puis je vais entendre nos deux invités, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, vous avez aussi, on va y revenir, donné des clés, permis aussi au RAID, et on va vous entendre. Ça vous agace, c'est cette polémique comme ça qui est en train de naître, ou pas d'ailleurs? Quand j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup blessé. Pendant presque une semaine, 2 semaines, j'ai dormi mal, parce que les jours où l'attaque, quand je reçois les clients en bas, et paniqué, c'est moi qui ai reçu tous les clients en bas pour mettre dans la chambre froide. Si Yohann Doré, s'il était rentré par chambre froide, je ne peux pas dire qu'il a rien fait là-bas. Mais chambre froide, c'est moi qui ai tout cueilli là-bas. Il y avait une femme blonde aussi qui était noire j'étais couple avec son mari, avec les bébés qui étaient rentrés avec moi. Je ne peux pas voir tous les images sur mes yeux, mais quand même, femme blonde qui était avec moi, avec son mari et les bébés, ils étaient rentrés chambre froide avec moi, chambre froide. Mais Yohann Doré, je n'ai pas vu son image. Je ne peux pas dire qu'il était là ou il n'était pas là. Peut-être qu'il a pris le relais les moments qu'il est sorti. Parce que vous êtes sorti, vous. Les moments qu'il est sorti, il peut dire qu'il a brasé les fils. Mais c'est moi-même qui a coupé les moteurs. Parce que souvent, si les glaces, il est congé sur le truc, il disait qu'on coupe le moteur pour que ça dégivre. Ça dégivre. Je suis habitué de faire ça. Comment il peut me critiquer pour me dire que j'ai rien fait sur les magasins? Ça vous blesse encore d'ailleurs. Hein. Ça m'a blessé. Hein. Parce que moi, j'ai envie de voir c'est lui pour qu'on fait le débat. Il faut vous rencontrer. Il faut rencontrer peut-être Yohann Doré. Vous parliez parce que. Moi, je pense que là, on a 2 vérités qui sont parallèles. Il y a une telle solidarité entre ceux qui ont vécu cette affaire qu'il ne faudrait pas entacher cette. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les otages sont très blessés. Ils sont très blessés parce qu'ils ont l'impression que finalement ils sont passés à l'as, qu'on n'a pas parlé d'eux et qu'ils ont été abandonnés. Donc il faut aussi que vous teniez compte de ça. Mais moi je suis allé au sous-sol, j'étais encore avant-hier, et il y a 2 choses différentes. Il y a la chambre froide, qui est l'endroit où on met les légumes qui ne sont pas surgelés, c'est-à-dire au-dessus de 0 degré. Et le frigo à -5, -7. Et il y a le congélateur et qui est à -7, -8. Et donc la chambre froide, on n'a pas besoin d'être guidé pour la chambre froide. Parce que quand on arrive, ils sont arrivés et ils l'ont vu. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de quelqu'un qui vous dise allez là, c'est le seul endroit où se cacher. Donc certains sont allés là, elle ne fermait pas, la porte ne fermait pas. Et donc après que vous soyez partis, ils sont allés dans le congélateur. Et c'est ce congélateur que Yohann Doré, c'est là qu'ils ont été vraiment cachés. Excusez-moi, Michel Thoman, au-delà des détails que vous précisez, et c'est tout à notre honneur de journaliste d'avoir fait l'enquête, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir à travers cette polémique, Lassana Moi, j'ai rien envie de dire. Parce que, si, je vais vous dire. Moi, j'ai rien envie de dire. J'ai juste envie de témoigner, puisque j'ai écrit un livre avec Yohann Doré, qui a voulu dire sa vérité. Donc, Yohann Doré, il dit, et c'est attesté par d'autres témoins, que lui, il a donné sa doudoune au bébé, c'est lui qui a sauvé le bébé, et les autres en témoignent. Oui, parce que le froid était important. Il dit que c'est pas extraordinaire ce qu'il a fait, il a fait son devoir. Que c'est lui qui a fermé le congélateur, c'est lui qui a débranché le système de réfrigération, et il veut que ce soit reconnu, vous voyez ce que je veux dire. Et le problème, c'est que personne ne conteste une chose, et en tout cas dans ce que dit la police, il a été reconnu que lorsque vous êtes sorti, vous avez eu un rôle très utile, vous aviez les clés, le double des clés de la porte. Et Pascal Popelin, vous en pensez? J'ai pas les clés. J'ai pas les clés. La porte de secours. Non, j'ai pas les clés sur moi. Parce que le problème, c'est que tout le monde veut enlever les couvertures sur lui. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas donné les vestes sur les bébés ou il n'a pas fait quelque chose en bas. Je peux pas vérifier ça. Non, je peux pas empêcher. Parce que tout ce qui s'est passé derrière moi, je ne peux pas parler. Mais en face, quand les moments que les clients ils ont descendu, même ma collègue, les premières fois quand elle est descendue en bas, c'est moi qui ai ouvert la porte pour savoir qui descend en bas.
Parce qu'elle a pris l'escalier, j'ai entendu le bruit, quelqu'un qui descend en bas. J'ouvre la porte pour savoir c'est qui cette personne. Si Yohan Cohen, il était surgelé, c'est lui qui va ouvrir la porte. Mais peut-être s'il était là, mais il était cassé derrière. Pascal Poplin, vous aviez envie d'intervenir parce que y a aussi un débat et vous allez écrire d'ailleurs un article. Ça, moi je vais le dire. S'il me dit que j'ai rien fait pour les gens hypercasseurs, moi, personne qui peut me récompenser à part que bon Dieu. Non, à part que bon Dieu, parce que moi, je suis croyant, je ne vais pas dire que je vais profiter. Oui, je comprends ce que vous dites, bien sûr. Je ne vais pas dire que je vais profiter sur ça et pour être honoré. Parce que ça fait quelque chose qui est mal. Ce que je fais, c'est entre moi et Dieu et d'autres personnes. S'il me dit que j'ai rien fait pour eux-mêmes, ça c'est Pascal Poplin. Allez, Pascal Poplin, parce qu'on ne veut pas faire un débat qu'à deux, parce qu'il y a aussi deux autres invités. Et j'ai aussi envie qu'on débatte d'une manière, par ailleurs, sur la question de la communauté juive. Vous en pensez quoi, vous, Pascal Poplin? Moi, d'abord, je me pose une question. C'est qu'est-ce que j'aurais fait si je m'étais trouvé dans une situation comme ça? Et la seule chose que je peux dire, c'est que j'aurais bien aimé être capable de faire ce que les différents témoignages attestent que les uns et les autres ont pu faire, même si les versions sont pas totalement raccord, parce que dans ce genre de truc, pour faire un récit précis, c'est pas simple. Une chose que je peux dire, par contre, parce que le commissaire Fauvergue, qui est le patron du RAID, nous l'avons rencontré dans le cadre d'une mission parlementaire sur le travail du RAID, et qu'il a attesté que l'apport d'informations qui avait été donné, pas seulement par monsieur, parce qu'il y a eu aussi les téléphones portables, etc. Mais l'apport d'informations, pour les lieux, pour voir d'éléments qui ont été donnés, ont été déterminants dans le succès de l'assaut qui a été donné. Et on sait que c'est pas la même chose quand on sait exactement où on va, ce qui se passe derrière, ce qui est en tout cas le plus précisément possible. Et quand on ne le sait pas, la preuve, c'est que ça a été beaucoup plus compliqué dans l'assaut de Saint-Denis au mois de novembre dernier. Joël Mergui, il y a quand même une volonté de reconnaissance de l'héroïsme. Si j'entends bien Michel Tolman, il y a Lassana Bathily qui a été honoré et traité en héros. Il a fait des choses utiles, c'est clé, donner de l'information, il a aidé. Je ne le conteste pas. Et puis par ailleurs, il y a aussi ces otages qui étaient à l'intérieur, qui, disent-ils, ont fait des choses héroïques et ne sont pas reconnus. On peut dire quand même que tout le monde dans ce... Il n'y a pas un témoignage, et Dieu sait que dans ce genre de situation, on a parfois des comportements humains qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, mais il n'y a pas un témoignage qui dit qu'il y a une personne qui s'est mal comportée. Non, bien sûr. C'est vrai. Vous en pensez quoi, Joël Mergui? D'abord, je suis très honnêtement un peu mal à l'aise devant cette mini-polémique qui apparaît juste aujourd'hui. Je suis mal à l'aise. Je peux comprendre que des otages aient envie que la vérité soit plus nette. Je dois comprendre que la Sana a joué un rôle déterminant. Et je crois que dans ce moment précis, il ne doit pas avoir lieu à communiquer. Et j'encourage la Sana et Yohan Doré de se rencontrer, à revoir, parce qu'il y a un moment d'émotion. Et vous avez bien fait de le dire, on ne sait pas chacun d'entre nous comment on aurait réagi dans ce moment-là. Mais j'ai vu, et je voudrais vous livrer quelque chose que j'ai vu quand on a inauguré la plaque Hyper Cacher. J'ai vu le président de la République qui est rentré, et la jeune fille qui était... tu étais là aussi, la jeune fille qui était caissière, et qui s'est mise à pleurer sur le lieu où elle était, à pleurer avec ce sentiment qu'on connaît de culpabilité, de se dire pourquoi moi j'ai survécu et pas les autres. Et à ce moment-là, j'ai appelé Eric Cohen, le papa de Yohan Cohen, et c'est lui, Yohan Cohen qui travaille à l'Hyper Cacher, mon collègue, et qui a été assassiné. Et c'est le papa de Yohan Cohen qui a rassuré cet otage qui s'en est sorti. Je l'ai vu la prendre dans les bras. Honnêtement, c'était difficile de retenir des larmes quand on est devant cette émotion. Je crois qu'on est dans un moment où, plutôt que de chercher des polémiques, c'est important de... Et je comprends parce que je crois qu'on n'a pas assez vu et entendu les otages. C'est vrai que dans... ça pose cette question-là. Peut-être c'est là... Peut-être que question est posée. Quelque part, le fait que la Sana ait été rendu un homme public et c'est mérité, que les autres otages qui ont vécu un moment très douloureux, et ça se ressent, n'ont pas eu le moment nécessaire. C'est ce que cache la question posée par Michel Tolman. D'expression et qui se fait par... C'est très émouvant ce que vous dites. Moi, je crois que, Lassana Bathily. Moi, je crois que tellement que j'étais beaucoup médiatisé, c'est ça qui fait mal. Et je crois qu'avec ça, moi, je vais profiter sur ça. Moi, je ne vais pas profiter sur cette autorité. Depuis les jours, moi, je dis que je ne suis pas un héros. J'ai fait un acte. C'est le titre de votre livre. Ouais, j'ai dit un acte naturel. Ce que j'ai fait, moi, je suis grandi pour ça. Ils m'ont appris comme ça ma religion.
ma famille m'a appris comme ça. Pourquoi je vais inventer cette chose? Votre religion, vous êtes musulman, Lassana? Ouais, je suis musulman. Pourquoi j'ai inventé cette chose différente? Parce que les problèmes, même le moment que je suis sorti, j'ai dit, ce qu'il a fait travail efficace, c'est Zari qui a fait travail efficace. Parce que c'est elle qui faisait intermédiaire entre nous et les terroristes. Zari, elle aussi, c'est Noro, parce que c'est elle qui faisait tout. Celle qui a fait fermer les magasins, celle qui descend en bas pour chercher la clé, celle qui faisait retour pour le terroriste, il dit faire ça, elle était vastement très courageuse. C'est ça que j'ai dit depuis longtemps. J'ai dit tout ce qui s'est passé au magasin là-haut, je ne peux pas parler ça. Bien sûr. Ce qui s'est passé derrière moi au magasin, je ne peux pas parler de ça. Michel Thoman, un dernier Ce qui mot. s'est passé quand les terroristes étaient rentrés dans les magasins, ça, je peux parler de ça. Mais tout ce qui s'est passé derrière moi... Non, mais vous parlez avec votre cœur et votre honnêteté, Non, on le voit sur ce plateau. Michel Thoman, d'abord, il faut faire une rencontre, évidemment, et ce qu'on entend, et on va clore cette page, parce que j'ai aussi envie de parler de cette communauté juive qui s'inquiète, qui subit des agressions, ça c'est important qu'on en parle ce soir. Il y a quand même une volonté de quoi? D'émerger, de pouvoir donner sa parole au-delà de Yohann Doré, d'ailleurs. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai aucune intention polémique et je n'ai rien contre vous. Je pense qu'on est en train de rassembler les morceaux épars d'une histoire qui était racontée séparément par les uns et les autres. Et moi, ayant fait un livre avec Yohann Doré, évidemment, je suis sensible à son point de vue, à celui des otages. Il est blessé, Yohann Doré, il est mal. Il est très blessé, voilà. À tort ou à raison, mais lui, il dit que c'est à raison. Et il a de bons éléments dont il faut tenir compte. Mais ce que je veux dire de plus important, c'est pas à moi de dire qui est héros, parce que personne ne sait ce qu'il aurait fait dans cette situation. Tous les gens se sont bien comportés, les uns et les autres. Ce qui est important quand même, c'est ce que symbolise la Saint-Barthélemy pour moi, et ce que symbolise Yohann Doré, c'est la cohabitation harmonieuse entre les différentes communautés. Parce que Yohann Doré, avec qui j'ai fait ce livre, c'est un garçon juif qui est issu d'un milieu défavorisé et qui a grandi avec des copains blacks. Dans le livre, c'est Black, Blanc, Feuge. Voilà. Les quartiers. Voilà, c'est un gosse des quartiers. Et ce qui est intéressant chez vous, Lassana, et incontestable et incontesté, c'est que vous avez travaillé pendant des années en bonne intelligence avec des juifs, que je sais que vous connaissez les fêtes juives, vous savez ce qu'est Hanouka, vous savez ce qu'est Rosh Hashanah, ce que peu de Français savent aussi bien que vous, et les juifs savaient que vous respectiez votre religion, que vous priez dans le magasin, et tout le monde trouvait ça très bien. Les juifs qui fréquentaient le magasin savaient qu'ils étaient servis par lui. Et c'est ça, ce que je veux dire d'important. Au-delà des actes héroïques dont certains sont contestés. Et ça, c'est la liberté de l'information. Il y a des points de vue qui émergent, il y a des témoignages différents pour reconstituer cette histoire. Ce qui est important, c'est que Yohann Doré, juif, et vous, musulmans, vous êtes tous les deux représentatifs de cette cohabitation harmonieuse qui a existé en France, qui existe encore dans beaucoup d'endroits, mais qui est en péril. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, dont il faut parler. On a un petit tweet, ça plaît pas, parce qu'on va d'abord fermer non pas la porte du congélateur, mais la porte de ce débat. Le débat polémique sur qui a fermé la porte du congélateur de l'hypercachère n'a aucun sens. Donc mais c'était important qu'on l'évoque, puisque vous allez d'ailleurs écrire un article demain dans le Huffington Post, donc vous risquez de relancer ce débat. Je voulais entendre Laura, notre sentinelle citoyenne. Ce sont les citoyens connectés devant les webcams. Laura, on vous écoute. Et puis on va s'intéresser aussi, encore une fois, au désarroi, à l'inquiétude. On entend Yohann Doré dans le reportage d'Alix Pisson qui dit « J'ai peur d'être juif en France » et j'aimerais qu'évidemment on en parle un tout petit peu ensemble après. Laura, dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Parce qu'on est dans une semaine de commémoration d'attentats, avec un nouveau drame ce soir dans un commissariat, un homme qui a été tué parce qu'il voulait agresser la police. Dans quel état d'esprit vous êtes? Je trouve qu'il est très difficile de pouvoir sortir de la sidération, parce qu'on est sans arrêt appelé par des nouveaux attentats ou des menaces, des gens arrêtés, et ça c'est constant. Donc on a toujours l'impression qu'il va nous tomber quelque chose sur la tête. Quelque chose va arriver, on ne sait pas quoi. Nous sommes presque dans l'attente. Donc il y a une angoisse. Une angoisse des Français. Allez-y. Des Français en général, oui. Oui, des Français en général. Et je trouve la communauté juive, dans l'ensemble, tout à fait sidérée, tout à fait... Il n'y a même pas de... Je n'ai pas vu de mouvement de colère ou d'entendre parler d'injustice ou de choses de cet ordre, ni d'ailleurs par les Français. Il y a eu une maman qui a déposé plainte contre l'État parce qu'on a laissé passer son garçon à la douane de 15 ans. Les autres parents, on voit que leurs enfants sont assassinés et tout le monde reste stupéfait. Sidération, stupéfaction. Est-ce qu'il y a une sidération dans la communauté juive? On entend Yohann Doré qui dit l'ALIA, c'est le fait de partir de France pour revenir
allé en Israël. Il dit mais c'est bien beau, tout le monde en parle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs qui sont partis, mais il dit mais mes enfants ont de la famille, c'est pas si simple. Et il termine quand même par cette phrase terrible. J'ai peur, c'est dur d'être juif en France. C'est vrai, vous partagez son point de vue? Il y a une peur, il y a une angoisse. D'abord, je n'aime pas, et à aucun moment je n'ai aimé dans notre histoire dire que nous avons peur. Nous avons vécu beaucoup de drames dans l'histoire du peuple juif et la peur, c'est un mot auquel je ne veux pas me résoudre. Je me souviens, samedi soir, le lendemain du drame, j'étais devant l'hypercachère avec beaucoup de monde et avec le Premier ministre et j'entendais des Juifs dire au Premier ministre « nous avons peur ». Et le lendemain, à la grande synagogue de la Victoire, j'ai dit aux Juifs qui étaient là réunis le 11 janvier « je ne veux jamais entendre que des Juifs ont peur ». Mais c'est une réalité. Comment serions-nous aujourd'hui, comment ne pas analyser ce qui se passe dans la tête d'une maman juive quand elle emmène ses enfants dans une école qui doit être protégée par des militaires? Comment analyser une communauté juive qui s'est habituée au fur et à mesure du temps à vivre et à rentrer dans des synagogues dans lesquelles il faut qu'il y ait des caméras, il faut qu'il y ait des militaires, sinon on a peur de rentrer ou on s'interroge. Oui, c'est vrai que le comportement de la communauté juive a changé parce qu'on se sent rassuré par la présence des militaires et ça devient presque indispensable à la vie quotidienne de la communauté juive en France de pouvoir vivre sous protection. Mais parallèlement, je crois que notre responsabilité, c'est peut-être un petit peu la leçon que nous pourrions donner par notre histoire à l'ensemble de la société française après le 13 novembre. Parallèlement, nous avons vécu beaucoup de drames, mais nous avons voulu toujours, dans notre histoire, continuer à vivre comme si ces drames n'avaient pas existé. C'est-à-dire que dans tous les lieux de la communauté juive, nous avons continué à amener nos enfants à l'école juive, à aller fréquenter les restaurants cachers, à aller à l'hypercachère, à aller dans les synagogues, à vivre Assumer le plus normalement possible, malgré le risque. Le nombre permanent, d'agressions a progressé. que le nombre d'agressions a progressé. Les chiffres sont... Et pas seulement il a progressé, on est arrivé à ce qui n'avait pas existé avant Ilan Halimi, à des juifs morts parce que juifs en France. Et ça, c'était quelque chose que nous n'avions pas connu. Et je crois qu'il est urgentissime aujourd'hui que le combat contre le djihadisme et l'islamisme radical arrive à des résultats encore plus concrets. Avec des mesures. On a des tweets et on a des chiffres. Et il y a une évolution du vote de la communauté juive en faveur du Front National aux élections présidentielles. Je lisais une étude intéressante, puisqu'un livre sort par la Fondation Jean Jaurès et l'IFOP de Jérôme Fourquet, où il explique que sur l'ensemble de la communauté juive qui a voté Front National, c'est une étude très sérieuse de la Fondation Jean Jaurès, 43% de ces personnes indiquent qu'elles ont été agressées. C'est-à-dire qu'elles ont choisi le Front National parce qu'elles avaient le sentiment, en choisissant ce parti, qu'elles seraient protégées des agressions. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que le citoyen français de confession juive, il n'est pas bien différent du citoyen français d'une autre confession ou sans croyance. Mais, le Front National était quand même un parti antisémite. Ceci étant, non, il n'est pas bien différent. Attendez, concernant le Front National, d'abord, je ne veux pas contester les chiffres, mais ça reste vraiment hyper marginal. Alors, ça peut être 43% de 10 personnes. Est-ce qu'il serait possible que j'aille au terme de ma phrase? Simplement pour dire que cette motivation, c'est-à-dire la peur, qui conduit à un vote de ce type, elle est non seulement pas spécifique à la communauté juive, mais elle est même moins importante dans la communauté juive. Et je vais y venir et dire pourquoi je pense que c'est normal et que c'est un non-sens qu'il y en ait peu, mais autant. Mais ça passe de 6% à 13,5%. Ce que je veux dire d'une manière générale, à la fois aux Juifs de France et à l'ensemble de mes compatriotes, c'est que c'est pas en votant Front National qu'on réglera le problème. Mais certes. On est là dans un exutoire qui ne propose aucune solution crédible. Mais ce que je veux dire spécifiquement à mes compatriotes de confession israélite ou d'origine israélite, c'est que par rapport à ce qu'est le Front National, à ce qu'est son histoire, à ce qu'est son discours. Oui, d'accord. C'est un non-sens. Mais attendez, Roger Kuckerman, quelque chose. Sur Europe 1, le 23 février 2015, il explique, parce qu'on a dédiabolisé le Front National, juste avant le dîner du CRIF, il explique le caractère irréprochable, ce sont ces mots, entre guillemets, de Marine Le Pen. Ça avait fait polémique. Grosse polémique, mais... Il manque d'abord une partie de la phrase, je m'en souviens plus, parce qu'elle n'avait pas été condamnée, donc voilà. Mais ceci étant, je pense que depuis et à tout moment,
aucun des responsables d'institutions juives, que ce soit Roger Kuckerman, que ce soit le consistoire, que ce soit n'importe laquelle des institutions juives, ne s'est rapproché d'une quelconque façon du Front C'est National. important de le préciser. Ça, parce non, que mais je le il reprécise. y a une peur. Parce que quand vous en parlez, vous avez dit 43%, c'était 43% de parmi ceux qui auraient bien été sûr. tentés par le Front National, Je parle pas ont des- subi une agression antisémite. Donc ça reste hyper marginal. Et je le Michel redis, Thoman, ce n'est pas mot. une solution. Il nous reste peu de temps. Oui, ce qu'on Il y a voit- quand même aussi un ennemi commun. Le Front National combat l'islamisme radical. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça cette tentation de se Alors, dire, après tout... Ça peut exister, mais c'est assez simpliste. Ce qu'on voit dans les chiffres qu'on vient de publier, c'est quand même qu'il y a une augmentation du vote juif en faveur du Front National, mais qui accompagne l'augmentation qui suit celui des Français en général. 13% des juifs qui voteraient Front National, c'est quand même 2 fois moins que la majorité des Français. Donc les juifs sont toujours réticents à voter Front National. Deuxièmement, Joël Mergui a raison, les institutions juives, et là on l'a vu aux élections régionales, la plupart des CRIF régionaux ont appelé à voter contre le Front C'est vrai. National, contre le Front National. Oui, oui. Donc La les plupart, institutions, tout, voilà. pas une Bon, je institution n'ai pas tout vu, juive, mais voilà. toutes celles que j'ai vues, voilà. Bon, ensuite, alors, là où il peut y avoir un malaise, mais vous avez raison, les Juifs sont comme les autres, ils sont sensibles aux problèmes de sécurité, ils sont sensibles aux problèmes du chômage, donc il est normal que certains d'entre eux réagissent en votant Front National. Mais là où il y a peut-être un malaise, c'est qu'effectivement, et là, quand vous dites l'ennemi commun, ce qui est un peu simpliste, mais Non, mais c'est que l'antisémitisme aujourd'hui n'apparaît plus aux Juifs comme il apparaissait auparavant. C'est-à-dire que la source principale de l'antisémitisme, elle ne vient pas apparemment de l'extrême droite, mais elle vient aussi de l'islamisme. C'est pour ça que Et j'ai- donc là, vous avez raison. Eh oui, mais oui. expliqué qu'il y avait- les Juifs résistent pour Il y avait l'instant. 2 courants Eh oui, non, mais c'est d'antisémitisme important en de le France. préciser. Un ça. historique, traditionnel. Il y en a un qui est nouveau. Et qui me fait dire que c'est un non-sens de pouvoir se porter sur des candidats d'extrême droite pour un citoyen français de confession juive. Et puis, il y a un antisémitisme, un néo-antisémitisme, si je puis dire, qui est inspiré par d'autres motivations, une autre histoire qu'il faut combattre. Mais ceux qui le Et combattent... l'antisionisme, hein. Oui, parce qu'il n'oublions y pas a aussi l'antisionisme, le hein. mélange de l'antisémitisme Oui, oui, et de Absolument. l'antisionisme. Et il se rejoint sur une projection Qu'on entend de ci, de là. du conflit israélo-palestinien. On a un tweet, Même d'ailleurs. si l'exemple que vous avez donné de l'Hassana ou d'autres dans les quartiers, De ces c'est quand même religions que, qui se parlent. Ce sont les Mais individus la vivent Sana, ensemble avant de nous dans nos quitter, quartiers. j'ai le sentiment, et encore une fois, je leur dis sur ce plateau, il serait intéressant que chacun puisse se parler, se rencontrer et mettre les choses au clair. Vous avez dans les yeux comme ça beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Vous étiez comme ça avant ce drame déjà, je ne vous connaissais pas. Vous Non, aviez en cette fait- espèce de regard. Non, parce qu'il y a certaines personnes qui disaient que les religions musulmanes et les religions juives, on est des ennemis. Pour moi, on n'est pas des ennemis. On est des frères et sœurs. Moi, mon père, il a travaillé avec les juifs. Moi, j'ai travaillé avec les juifs. J'ai les cousins, j'ai les frères, j'ai les oncles qui travaillent toujours avec les juifs. Pour nous, c'est quelque chose qui est fort. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé depuis longtemps. C'est ça qui. Maintenant, notre combat, c'est maintenant pour lutter tous ensemble pour qu'on puisse sortir dans ce problème. Mais avec tous La paix. la paix ensemble. Mais avec tous ces polémiques critiques, trucs comme ça, moi, je ne suis pas avec tout ça. Je suis On a pas- bien compris que vous vouliez prendre de la hauteur non, aussi sur je cette... ne suis pas dedans. Je ne suis pas sur quelqu'un de simple. Je vais pas prendre. Sinon, je voulais répondre depuis longtemps, mais je dis peut-être que c'est les erreurs avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, trucs comme ça. Oui. Souvent, je trouve même des insultes sur mes pages Facebook, et tout ce qui est les réseaux sociaux. Comment ça se fait qu'un musulman héros en France, qui a vu ça, c'est faux. Le racisme ordinaire. Un immigré héros, qui a vu ça en France. C'est quelque chose qui Un m'a... tout dernier mot chacun, un tout dernier mot, Non, 10 c'est que- secondes. non, c'est quelque chose qui m'a fait mal. Comment un musulman héros en France, comment un immigré héros en France, c'est quelque chose qui m'a tué. Si j'étais tout seul, il peut me critiquer. Mais il ne faut pas critiquer ma religion. Merci. Je suis désolé. Je suis immigré, je suis fier de l'être, quoi. Merci. Avant de nous quitter, vous aviez amené ces bougies, si vous y tenez beaucoup. Je suis hyper Shabbat. Oui, hyper Shabbat, parce que les 4 victimes étaient dans un hyper kasher. Il y a 2 fondements dans le judaïsme, le Shabbat et le kasher. Ils étaient là pour préparer Shabbat. Donc ce Shabbat, nous avons lancé un hyper Shabbat
pour que par solidarité, même ceux qui ne font pas vraiment Avec Shabbat, des bougies le dedans, Shabbat, hein. ça Voilà. c'est des bougies qu'on allume le soir de Shabbat à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. Voilà. Je crois que c'était important aussi. La flamme de la paix et les voilà. propos de Lassana Bathily, hyper caché, c'est un livre à découvrir, édition du moment. Merci à Pascal Poplin, député socialiste de Seine-Saint-Denis, vous êtes le vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Je ne suis pas un héros, édition Flammarion, c'est pour Lassana Bathily. Merci à Joël Mergui et ses bougies, message de paix. Merci de nous avoir suivis. On s'intéressera évidemment à ce sujet avec plus de temps encore, évidemment. Et puis demain, on s'intéresse à François Mitterrand. Et puis tout de suite, François Mitterrand, 20 ans après sa mort, bien entendu. Puis tout de suite, ce documentaire de Daniel Lecomte. C'est dur d'être aimé par des cons. Un documentaire qu'il avait réalisé justement sur toute l'équipe de Charlie Hebdo. Ça fait référence évidemment à la une avec Mahomet et le titre qui avait déclenché, mis le feu aux poudres. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité. Et à demain. Bonne soirée.